Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le pire, le podcast qui fait enfin son retour. Merci Internet d'être enfin arrivé dans le nouvel appartement. On va pouvoir enfin parler de sport, de foot, de rugby. Et le timing est absolument parfait puisque la Coupe du Monde de rugby a pris possession des plus grands stades français. Et pour en parler, je vais retrouver mon binôme habituel de l'Ovalie. Je suis très heureux de te retrouver dans ces conditions. Salut Pierrot. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toutes les auditrices. Quel plaisir de vous retrouver après je ne sais combien de mois d'absence. Je sais pas, peut-être plus de 6 mois ou un an, Oui, ça commence à dater, hein. Moi, j'avais failli enlever la participation à la gonfle de ma bio sur Instagram. Donc, et oui. c'était inespéré comme retour. Exactement. Bah, près de 7 mois, hein. On remercie d'ailleurs le propriétaire, pour sa latence énorme, Ouigar, l'organisme qui gère l'installation de la fibre dans le Gard. On a eu l'impression de vivre le formulaire A38 mais dans la vraie vie. Donc, la bise aussi à Uderzo, hein, pour Astérix. Tu as donné de bons exemples, à l'administration française. Mais bon, la fibre est arrivée, nous sommes prêts, on va pouvoir basculer sur la coupe du monde de rugby 2023. Et Pierre, elle a très bien commencé cette coupe du monde de rugby puisque l'équipe de France s'est imposée d'entrée contre la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks sont tombés pour la première fois de leur histoire dans un match de poule. On a eu un petit peu peur, mais on l'a fait, Pierre. Ouais, alors je sais pas ce qui a été le plus effrayant, si c'est le 1er quart d'heure de l'équipe de France ou la cérémonie d'ouverture, puisque la coupe du monde a très bien commencé, mais on s'est tous posé, de nombreuses questions, que ce soit, au niveau justement de ce 1er quart d'heure, où on a semblé un peu absent et par rapport à la performance des équipes, de Jean Dujardin. Donc oui, ça a été ça a bien commencé pour les Bleus avec cette première victoire. Après, il y a eu de nombreux matchs sur lesquels on va pouvoir revenir ce soir et puis on va débriefer tout ça tranquillement avant la reprise qui a lieu demain mercredi, ou c'est jeudi, je sais plus. C'est jeudi, jeudi Le prochain soir. match, ouais, le prochain match c'est les Bleus jeudi soir. Voilà. C'est jeudi soir contre l'Uruguay. D'ailleurs, la composition d'équipe est tombée. Anthony Gelonche va faire son retour et sera même capitaine de l'équipe de France, avec beaucoup de remaniements, hein. 12 joueurs sont interchangés. On retrouvera notamment Jamina à l'arrière, une charnière Lucu Astoy, seul Gabin Villiers, si je dis pas de bêtises, Cameron Woki et il m'en manque, un, Yoram Moefana Moefana, ouais. qui sont reconduits, pour une deuxième titularisation. On va pouvoir justement voir un peu de toute l'équipe, et c'est important aussi d'ailleurs de faire jouer tout le monde. Et puis, voilà, on a vu Pierre pendant une première période que on a beaucoup subi, on s'est beaucoup, consommé à défendre, comme tu l'as dit, notre premier quart d'heure est assez affreux comme la cérémonie d'ouverture. D'ailleurs, Pierre, sache-le, les hymnes à canon, donc doublés par des chœurs, vont être arrêtés. On aura une Ah, marseillaise, un peu plus, classique et audible, pour le prochain match. Et effectivement, on est monté par contre en puissance, c'est la bonne nouvelle. D'habitude, je sais pas ce que tu en penses, mais on a tendance à très bien commencer à être fort dès le début, puis progressivement, s'éteindre. Là, on a été plutôt crescendo, pardon. Et finalement, quand les Blacks n'ont plus réussi à mettre en place le plan de jeu qui est en plus assez simple, hein, par rapport à la France. C'est simple, hein, de jouer la France, c'est plus difficile de l'exécuter, mais dès qu'ils ont plus, eu le jus pour le faire, on a vu une Nouvelle-Zélande très inquiétante et qui a totalement disparu. bah, là où c'est pas rassurant par rapport aux All Blacks, c'est que, bah, non seulement au niveau du plan de jeu, ouais, comme tu as pu le dire, on remarque quand même qu'ils sont revenus, aux fondamentaux. Sauf que malheureusement, les fondamentaux, ils y étaient pas ce soir-là. En mêlée, que ce soit en mêlée ou en touche, au niveau du jeu, des avants, ça a pas été, du tout au niveau du côté des All Blacks. Donc c'est peut-être là que le match s'est joué, puisque, bon, on a ces 5 premières minutes où on encaisse un essai très rapidement avec une ambiance un peu bizarre dans le stade, puisque je pense que le public et les joueurs ont un peu été paralysés par l'enjeu. C'est pas évident de démarrer une Coupe du Monde à la maison comme ça, un premier match contre les All Blacks, qui sont des favoris de la compétition inévitablement. Après, on a su vite se remettre dans le match, et notamment grâce aux avants qui
qui sont rentrés très, très forts dans leur match et qui ont pu faire parler leur expérience. Je pense, notamment au 3 de devant qui a été exceptionnel en début de match avec, Marchand qui pourtant, même s'il a joué 12 minutes, je pense qu'il a été fondamental, notamment sur l'action où il se blesse, où c'est peut-être un des premiers contre-ruck du match qui nous permet de récupérer un ballon Tout intéressant à en fait. défense, qui remet de suite l'équipe droit dans le chemin, puisque c'est ces phases-là qui montrent l'agressivité et qui peuvent faire réfléchir l'adversaire. Donc on le perd certes sur ce moment-là, mais après franchement le jeu du pack nous a vraiment permis de se réinstaller dans le match et ça a fini par être un match maîtrisé. Bon, pas de bout en bout puisqu'il y a eu quelques passages à vide un peu, mais moi je trouve que dans l'état d'esprit, on a été dominateur, on a été calme, on a su gérer notre avantage qui pourtant n'était pas. Enfin, moi, j'ai réfléchi au match a posteriori. J'ai pas eu l'impression qu'on a été mis à l'abri qu'à la 75e, ce qui a été le cas au final, parce qu'on marque cet essai qui nous permet de prendre plus de 7 points d'avance. Pour moi, même avant cet essai-là, on était déjà serein et on conservait le ballon et on arrivait à maîtriser le match, quoi. Beh, c'est pas faux et pour ajouter un petit peu à ce que tu dis, beaucoup de personnes se sont posé la question de pourquoi on a osé une deuxième ligne, par exemple, aussi, légère, en début de match. Je pense qu'on a voulu se rassurer dans certains fondamentaux, dont la touche et par contre, en deuxième mi-temps, le pari de Fabien Galtier a vraiment fonctionné puisque quand on a fait rentrer notamment Tao, le qu'on a changé toute la première ligne avec, les entrées d'Aldeguerri qui a été monstrueux, je trouve, dans la mêlée, le Camargue et Jean-Baptiste Gros aussi, ça a été payant finalement parce qu'au moment où les jambes ont commencé à être plus lourdes, côté néo-zélandais, on a envoyé de l'impact, on a envoyé du poids, on a envoyé de la puissance et ça a vraiment payé et comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a pas eu besoin de laisser de Jaminet pour avoir, un peu plus de sérénité. Alors, personnellement, j'étais quand même pas non plus 100 rassuré parce qu'avec un Téléa qui était en canne, on aurait pu en prendre un à tout moment et mais c'est voilà, c'est vrai que malgré tout, on fait quand même une première mi-temps qui est très moyenne par rapport à ce qu'on est capable de produire depuis 4 ans, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Pourtant, on passe devant à la pause. C'est quand même un très bon signe. C'est-à-dire que, bah, on d'ailleurs, c'est factuel, hein, je crois qu'on a subi que 4 pénalités. C'est très peu pour le haut niveau. C'est d'ailleurs, on dit qu'il faut jamais dépasser les 10, donc on est même pas on est à plus de moitié moins et grâce à cette, voilà, même si, je pense que l'émotion a pris le pas au début, on est resté concentré, on est resté, dans la règle, on n'a pas fait de faute et même quand on n'est pas dans notre meilleur jour, en tout cas dans notre meilleur mi-temps, on vire en pause, à la pause en tête, c'est quand même déjà, un premier signe et un message envoyé particulièrement, par exemple, à l'Afrique du Sud que les bleus sont prêts. Ouais, oui, c'est un travail, il y a clairement un travail du staff au niveau de la discipline qui a été salué par tout le monde et qui montre qu'aujourd'hui les règles sont acquises et que les joueurs arrivent à jouer justement autour de ces règles-là. Et en première mi-temps, certes, on a eu des difficultés, mais je trouve que malgré tout, on a été meilleur, pas forcément dans le jeu avec le ballon, mais dans le jeu sans le ballon, que ce soit en défense, hein, au niveau des rucks et de tout ce qui est les zones de contest comme les touches et les mêlées, qui ont justement permis à l'équipe de rester dedans et de pousser les All Blacks à la faute. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve devant, même si c'est sûr en première mi-temps, au niveau du jeu, c'est les All Blacks qui sont devant. Mais ce que je voudrais pointer du doigt aujourd'hui, c'est surtout le manque d'inventivité et de fougue des All Blacks, qui avec des joueurs comme Téléa, c'est sûr ils peuvent mettre la pression sur tous les ballons, qui sont capables de créer la différence là où elle n'y est pas de base. Et malgré tout, il se passe pas grand-chose, l'air de rien, à part un essai casquette en début de match et un essai en seconde mi-temps sur le retour du vestiaire où tu as une passe qui est limite en avant. Bon, ça, après, on laissera les spécialistes de l'arbitrage débattre sur la règle, mais enfin, franchement, je trouve qu'il y a moyen de faire mieux avec cette équipe-là, quoi. Et
et c'est quelque chose qui ressort beaucoup, en ligne au niveau de la critique qui peut être faite, des Néo-Zélandais envers leur équipe. C'est que le coach fait pas forcément bon usage, du talent dont il dispose. On peut même parler, je pense, d'une opposition de confiance. L'équipe de France a pas paniqué, est restée confiant parce qu'elle, elle a des certitudes, elle sait ce qu'elle vaut. Elle enchaîne des performances cohérentes depuis maintenant près de 4 ans. Là où les Néo-Zélandais, ils ont peut-être gagné le Rugby Championship, mais au dernier match de préparation contre l'Afrique du Sud, ils s'écroulent totalement, ils se font défoncer devant. Alors on pourra juger, hein, du fameux 7-1 aligné sur le banc de la part des Sud-Africains, mais il n'a pas fallu attendre, la deuxième mi-temps pour voir les Néo-Zélandais souffrir contre les Box. Et ça se ressent d'ailleurs, il y a un exemple, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais très très flagrant de tout ça, c'est Beauden Barrett qui commence très bien son match, notamment dans son alternance au pied, dans ses choix. Et plus le match est avancé, plus il a fait n'importe quoi. Il a commencé à dévisser, il a commencé à envoyer des ballons n'importe comment, pas judicieux, direct. On a vraiment, je trouvais que c'était vraiment le joueur totem de ce qui s'est passé, quelqu'un qui, quand ça a commencé à aller pas trop mal, a été capable de dérouler son jeu, et dès qu'en face, on a retrouvé un petit peu, on va dire, le niveau de jeu habituel, c'est le doute s'est émissé beaucoup trop vite chez les Néo-Zélandais, et les Français en ont profité. D'autant plus que, comme tu dis, le jeu était très simpliste, ça ressemble pas à la Nouvelle-Zélande. Alors après, la Nouvelle-Zélande, ça a toujours été des principes de jeu très facile à comprendre, à vouloir, mais qui un peu comme, pour les footeux, ça leur parlera, un peu comme le Barça de Guardiola. Le Barça de Guardiola propose des choses simples, mais c'est souvent les choses les plus simples à faire qui sont les plus compliquées. Ben on l'a vu, quand tu as pas l'habitude de remporter tes matchs dernièrement, on va dire aussi aisément qu'avant, les Néo-Zélandais, ben on les a pas reconnus, et ils se retrouvent, dominés. Ils ont pas arrêté de subir, on va dire, l'occupation aussi, en deuxième période. Et ça commence par des petites fautes, en l'air, ça commence ensuite sur les rucks, ils ont laissé beaucoup de points, même en première mi-temps quand ils étaient un peu mieux, bon, on a quand même eu l'occasion, Pierre, je sais pas ce que tu en penses, mais de marquer 9 points en faisant que subir au début. Mais voilà, on va refaire, tiens, un comparatif au foot qui plaira à ceux qui essaient de se mettre au rugby, mais on a eu l'impression de voir l'Espagne en 2018, une possession monstrueuse, mais complètement stérile. Comment tu expliques que la Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, n'ait rien à proposer dès qu'elle touche le ballon? Bah, je pense que c'est juste que, le sélectionneur, il essaye de faire, les vieilles recettes avec des nouveaux joueurs qui sont pas forcément du niveau d'excellence qu'on pouvait avoir précédemment. Richie Mo'unga, il est ce qu'il est, mais c'est pas Dan Carter, enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Comme tu dis, oui, on peut proposer un jeu simple qui est basé sur les fondamentaux, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as des faiblesses dans certains compartiments, bah, c'est beaucoup plus difficile à exécuter. Ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est de voir comment en quelques années, un peu la vapeur et la peur en général s'est inversée et a changé de camp, puisque je pense qu'il y a encore quelques années de ça, où on n'était pas forcément au niveau qu'on a aujourd'hui et à la notoriété qu'on a aujourd'hui en tant qu'équipe de France. C'est nous qui aurions douté, justement. Et on serait beaucoup plus vite sorti du match, à l'image de ce qui a pu se passer pour les All Blacks, parce qu'aujourd'hui, les All Blacks, quand même, il faut pas l'oublier, ça fait quelques années quand même qu'ils subissent des défaites, que ce soit contre nous ou contre les Irlandais en Europe, ce qui arrivait beaucoup moins souvent précédemment. Ils sortent d'une Coupe du Monde moyennasse en 2019. Là, on est sur une fin de cycle, clairement. C'est pas les All Blacks qu'on a pu rencontrer en 2007, c'est pas l'équipe de 2011 non plus, pour être honnête, mais clairement, c'est une victoire qui est très importante pour le groupe et qui montre quand même qu'on a changé de dimension, puisque pour l'observateur lambda, ça reste les All Blacks en face. C'est presque plus important encore au rugby que le Brésil l'est au foot. Si on doit faire un comparatif, c'est un peu leur sport à eux, les All Blacks. Et même s'ils ont été moins bons, ça enlève aucun mérite à la victoire des Bleus, tant elle a été dominatrice dans les compartiments du jeu qui font l'essence même du sport, quoi.
Bah, d'ailleurs, avec tes propos mesurés, tu fais une, passe aussi magnifique que Dupont peut en faire à Ntamak et donc à Jalibert sur cette coupe du monde. Puisque j'allais te dire que, bien qu'on puisse être très déçu de cette Nouvelle-Zélande, je sais pas ce que tu as pensé des propos no bah, alors celui qui a le pris le plus parce qu'il a été le plus mis en avant, c'était Olivier Magne, l'ancien troisième ligne de Clermont et de l'équipe de France. Mais, ça m'a un peu énervé. D'ailleurs, je pense que le laisser au bout de même pas 2 minutes, a fait beaucoup de bien sur ce niveau, autant pour les spectateurs que peut-être même pour les joueurs, j'en sais rien, on n'est pas avec eux, mais ça peut aider en tout cas. Quand on a vécu le traumatisme de l'Argentine 2007 et quand tu vois que des mecs comme Magne, et alors c'était pas le seul, hein, sur Sud Radio je l'ai entendu, sur RMC on l'a entendu avec les insiders. Tout le monde pensait qu'on allait quand même battre la Nouvelle-Zélande, limite à mettre une raclée. Faut quand même respecter, l'institution qui certes est plus fragilisée en ce moment, mais l'institution que sont les All Blacks, le niveau de jeu aussi de la Nouvelle-Zélande, ce qui est aussi l'enjeu d'un premier match de coupe du monde. On Moi j'ai trouvé ça inacceptable de penser qu'on allait, rouler sur cette équipe-là, sans trembler. Ça faisait presque très anglo-saxon de dire ça. Oui, Et oui, ça oui. m'a même fait dire, je sais pas ce que tu en penses, je te laisserai avoir donné ton avis là-dessus derrière, mais quand tu vois des propos comme ça d'anciens joueurs de l'équipe de France, tu comprends aussi peut-être pourquoi notre palmarès de coupe du monde est vierge. Ah oui, alors après j'ai un peu une opinion divisée à ce sujet. J'ai envie de défendre Olivier Magne parce que c'est l'état d'esprit qu'il faut qu'on ait et qu'on commence un peu à quitter ce rôle d'outsider permanent. Parce que, aujourd'hui avec la qualité de jeu qu'on propose, avec les joueurs dont on dispose et avec, la domination actuelle, du rugby français de club sur le rugby mondial de club, on peut plus être, constamment petit poussé et toujours s'enfermer dans ce rôle qui en plus, pour moi, nous limite et nous empêche d'accomplir de grandes choses parce que la première, la première étape pour devenir champion et pour gagner quelque chose, c'est déjà de se convaincre qu'on peut y arriver. Et toujours assumer cette position d'outsider, ça nous bloque un peu à ce niveau-là. Après, c'est sûr il y a une question de respect à avoir. Et la déclaration est un peu gênante venant d'Olivier Magne. Oui, quand on sait qu'il a été joueur et que le contexte qu'il a vécu, lui, en tant que joueur de l'équipe de France. Après, est-ce que justement, c'est pas aussi pour essayer de mettre les joueurs face à leurs responsabilités aussi? Parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois le niveau qui a été affiché par les All Blacks, tu peux pas considérer que autre chose qu'une victoire aurait été satisfaisante. Et surtout que si jamais on venait à les affronter une nouvelle fois, ça serait en finale de la coupe du monde, ça sera pas du tout le même contexte ni la même équipe en face, quoi. C'est clair. Après tu vois, pour, justement répondre un peu à ton interrogation, ne serait-ce que d'assumer le rôle de favori face à une telle équipe est déjà suffisant, je pense, pour, garder un certain respect tout en se convainquant qu'on puisse le faire. Bien sûr que l'équipe de France peut le faire. Je pense que tout le monde se dit que si c'est pas cette année, on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu parce qu'on n'a jamais été aussi fort, c'est une réalité. Mais de là à dire qu'on allait mettre une raclée à la Nouvelle-Zélande, c'est quand même terrible. Néanmoins, je pense que comme tu essayes de sûrement de mesurer, nous étions favoris. On était malgré tout à domicile, dans une bonne spirale avec une équipe qui semble plus forte, à l'heure actuelle. Là-dessus, par contre, je suis d'accord, nous étions favoris de ce Bah, match après et on franchement, tu les offres, hein, un peu les 2 essais qui marquent, hein. bien sûr, Les 2 essais qui marquent, c'est plus notre faute, que leur talent. Si tu En soi, tu as les moyens de gagner ce match en prenant rien, hein. mais Au niveau d'ailleurs, de ça a la été Au niveau de la défense, aujourd'hui, je pense qu'on a les armes et la préparation pour faire un match où tu gagnes avec, par 27-3 ou 27-6 en prenant que des pénalités contre les All Blacks. C'est Franchement, au vu du jeu qu'ils ont affiché vendredi soir, ça aurait pas été aberrant de garder la ligne vierge. moi, je pense quand même que tu y vas un tout petit peu fort, après ça reste mon avis, mais par contre ce Bah, qui était solide. sur la seule phase de jeu qui a été construite, où les All Blacks ils se sont approchés de la ligne, de manière construite et pas après une percée ou une passe, douteuse, bah, c'est nous qui nous en sortons parce qu'on arrive à bien défendre sur la ligne.
et ça, c'est quelque chose, sur lequel on est très fort et peut-être les meilleurs, au monde à ce niveau-là, au niveau de la défense sur la ligne. Ça commence à faire quelques séquences maintenant pour faire des compilations, du 15 de France sur les 3 dernières années où tu sauves, des phases, de 5 minutes sur la ligne, personne d'autre sait le faire, ce genre de choses. Beh, je me souviens par exemple de la mi-temps, juste avant la mi-temps au Pays de Galles, l'année Ah où oui, bah oui, Ntamak, c'était exactement à intercepte. ça que je pensais, hein. Et je suis d'accord, par contre, on a été pris à défaut sur la faiblesse que l'on avait peur d'avoir et qui a été pointée. C'est que, avec l'arrivée de Moefana, on avait moins de certitude défensive. Alors pas forcément contre Moefana en soi, c'est toute l'organisation défensive qui devait changer, sachant qu'il y avait aussi l'arrivée de Jalibert dans le 15 qui d'habitude, était le poste de Ntama qui est quand même un meilleur défenseur et c'est dans ces zones-là qu'on s'est fait prendre. En plus de, notre défaut, assumé, sur les extrémités puisque notre défense est ce qu'on appelle inversée. On a forcément plus aussi de largesse, sur le coin de la touche et que, bah, Penaud n'a pas été très, très bon, sur la première mi-temps, au niveau défensif. C'est aussi pour ça que je te dis ça, c'est que malgré tout, on avait une faiblesse qu'on avait plus ou moins tous annoncée et ça a pas manqué, c'est là où on s'est fait prendre. Donc je pense que d'ailleurs ça va être l'axe d'amélioration sur les prochains matchs. Le retour de Jonathan Danty à terme va aussi sûrement aider et c'est aussi sûrement pour ça que certains voulaient voir Arthur Vincent, le Montpelliérain, le Melgorien, hein, même pour les locaux, puisqu'il est formé à Moguiocarnon, hein, pour ceux qui connaissent. Aurait été peut-être moins, clinquant offensivement, bien qu'il s'est, bien illustré, je trouve, sur son entrée et aurait apporté ce gage de qualité défensive. Malgré tout, on peut être quand même très content de la performance et je voulais avoir aussi ton avis sur un joueur sur lequel on n'est pas toujours tendre, que ce soit sportif ou extra-sportif d'ailleurs. Mais Mathieu Jalibert, c'est pas démonté, il s'est pas dégonflé, il y est allé, il a pas forcément tout réussi puisqu'il a fait que 6 sur 12 au plaquage, mais on peut pas lui reprocher son envie, son application et puis, il a montré qu'il était capable d'être gestionnaire en première mi-temps et en deuxième mi-temps, c'est lui qui a été le détonateur de cette équipe. Bah oui, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, hein, sur sa prestation, les au mo à certains enfin, dans les moments où on l'a remarqué, il a été très bon et on l'a pas remarqué pour de mauvaises choses donc franchement, c'est le rôle du 10 parfait. En première mi-temps, c'est vrai qu'on le voit un peu moins et je pense qu'il il y a quelque chose à dire sur ses stats de plaquage mais bon, après ils en ont tous raté quelques-uns, sur ce match-là. D'ailleurs, j'avais trouvé la stat assez effrayante en première mi-temps quand ils ont annoncé le nombre de plaquages manqués, ça me paraissait absurde tellement il y en avait, parce que j'avais pas l'impression qu'il y en avait eu tant que ça. Au final, il y en a eu quand même beaucoup. Et, et Jalibert tente quand même quelque chose en seconde mi-temps. Bon, il fait quelques erreurs. Je crois il y a une pénale touche qu'il trouve pas. Tout à fait, oui. Et un coup de pied direct ou un truc comme ça. Mais bon, au final, c'est sans conséquence. C'est des erreurs qui se voient beaucoup. Pour être honnête, hein, Ntamak aurait peut-être fait les mêmes. On voit que Finn Russell, il fait les mêmes contre l'Afrique du Sud. Ah, c'est pas des choses sur lesquelles il faut tenir rigueur. Au final, le match, il est gagné. Il n'a pas été aberrant. C'est très bien, c'est tout ce qu'on lui demande, quoi. On ne lui en demande pas plus. Et pour te Pour compléter dans l'instant, le on n'a pas besoin qu'il ait d'éclair de génie pour l'instant parce qu'on n'a pas encore à se remettre à lui. Et l'avantage étant que la compétition est suffisamment longue pour justement lui permettre de gagner en confiance au fur et à mesure des matchs et de lui permettre de travailler, puisque bon, il va pas jouer le prochain match contre l'Uruguay, mais on peut imaginer qu'il joue contre la Namibie. Il a encore aussi le match contre l'Italie avant d'arriver sur les matchs couperets, donc il va pouvoir bosser, il va pouvoir prendre ses marques et justement s'installer un peu plus à ce poste qu'il n'a pas tout le temps eu en tant que titulaire. Et pour te compléter, non, c'est Antoine Dupont, hein, qui envoie le coup de pied, directement en touche, Ah oui, en ouais, sortie ouais, de ouais, rack. sortie de rack, ouais. C'était Toto Dupont, mais c'est pas très grave. Bon, bah, écoute, je vois qu'on est quand même très élogieux et positif sur la prestation française. C'est quand même un très bon signe parce que nous, on a grandi avec le syndrome de la défaite contre l'Argentine en début et en fin de compétition, il y a maintenant un bon bout de temps, ce que je sais pas calculer, mais je crois que ça fait 16 ans.
Donc ça commence à faire un petit peu de temps et on a pu essuyer un petit peu ce traumatisme et on va dire, lui mettre un pansement grâce à cette victoire contre les Blacks. Pierre, au-delà de l'équipe de France, il y a un groupe qui nous intéresse tout particulièrement puisqu'on va croiser avec, c'est le groupe B, la poule B, qui est composé de l'Irlande, de l'Afrique du Sud, de l'Écosse, des Tonga et de la Roumanie. Les Tonga étaient exempts, ils ont pas joué. Par contre, on a vu, les 2 favoris de la poule, l'Irlande et l'Afrique du Sud, dérouler, et s'imposer logiquement. Notamment une Irlande qui, n'a laissé que 2 minutes de suspense, puisqu'elle a quand même concédé le premier essai du match sur le côté gauche de l'attaque roumaine. Mais derrière les pauvres Roumains, ils ont beau avoir été valeureux, l'écart a été abyssal et les Irlandais ont été, voilà, plus que solides. Et on peut aussi noter, voilà, le match de l'Afrique du Sud qui a pas forcément été très flamboyant, notamment, la première mi-temps puisque les Écossais ont réussi à les garder à distance à 3 points. Il y avait 6-3 au Vélodrome, au bout de 40 minutes. Par contre, ils étaient complètement anesthésiés ces pauvres Écossais et derrière, l'Afrique du Sud a fait le travail, comme il fallait pour s'imposer, avec un essai notamment, joliment, servi, avec une passe à l'aveugle au pied qui était sympa de Libock. Heu, Est-ce que tu en tires déjà des enseignements? Est-ce que tu penses que, voilà, la poule B est déjà pliée et ça sera forcément l'un ou l'autre? Ou est-ce que l'Écosse peut aller chercher quelque chose contre l'Irlande? Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du week-end de la poule B? Bah, alors, pou par rapport à l'Écosse, je pense que c'est difficile à dire puisque le match a été très particulier et très, très dur contre l'Afrique du Sud. Les conditions n'ont pas aidé, il faisait extrêmement chaud à Marseille, hein, et l'Afrique du Sud, c'est peut-être l'équipe la plus effrayante du tournoi, physiquement. Vraiment, enfin, je me souviens déjà, que je m'étais fait cette réflexion quand j'avais été voir, France-Afrique du Sud au Vélodrome, l'an dernier. Mais là, c'était terrible, quoi. Enfin, tu avais des chocs, avant contre avant où ça bougeait pas. Alors les Écossais, ils se sont pris un mur, quoi. Et c'est pas faute d'avoir essayé parce qu'ils ont essayé justement de mettre du jeu, hein, là où les Sud-Africains ont beaucoup joué sur l'avantage physique. Les Écossais ont essayé de faire parler les arrières. Bon, ça a pas très très bien marché puisque là, il y a eu quand même beaucoup de déchets au niveau de leur jeu, beaucoup d'en avant, beaucoup de coups de pied tentés un peu foireux. Ça va être difficile pour eux de se remettre, hein. L'Écosse, ils risquent d'avoir quand même encore quelques bleus. L'avantage, c'est qu'ils enchaînent contre les Tonga, alors que c'est l'Irlande qui va prendre l'Afrique du Sud. L'Irlande qui, justement, s'est servi de la Roumanie pour se faire le plein de confiance et tenter des choses. C'était pas un match, avec beaucoup d'intérêt, pour être honnête. Moi, j'ai regardé la première mi-temps et puis après, j'ai fait la sieste, hein. Parce que franchement, c'était pas, voilà, un samedi après-midi, les commentaires étaient bof, le match, il était plié à la 30e. Franchement, ça aurait pu finir avec un 100-8, que ça aurait pas été choquant. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? À mon avis, j'aurais déjà un peu honte d'avoir encaissé le premier essai comme ça. Ça montre un peu un manque peut-être de concentration dès le début du match, ou un adversaire peut-être un peu pris à la légère. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, on n'est pas les seuls à avoir eu un premier quart d'heure de flottement. Ça a été le cas de Après, quasi tous les matchs, les petites équipes ou les équipes qui ont été défaites ont ouvert le oui, score tout le long du week-end quasiment, à ce niveau-là, il y a d'ailleurs eu, j'ai largement préféré regarder Japon-Chili, par exemple, qui que, était un que le, super match, que oui. le Irlande-Roumanie, ou même l'Afrique du Sud-Écosse. Parce qu'Afrique du Sud-Écosse, bon, moi, c'était un match qui me hypait beaucoup. J'en attendais beaucoup parce que c'était l'Écosse qu'on avait affronté quelques semaines auparavant et qui avait fait des matchs plus que corrects contre nous. Et donc, je voulais voir si justement ils allaient réussir à passer ce cap et à prendre cette nouvelle dimension et faire quelque chose contre l'Afrique du Sud. Ben, malheureusement, je ne sais pas si c'est les conditions ou si c'est juste que l'Afrique du Sud est beaucoup trop physique pour les équipes d'Europe. Mais bon, il ne s'est rien passé au final, hein.
On a passé tout le match à attendre justement cette étincelle ou qui est jamais venue. C'est décevant. Après, il y a eu moi je suis d'accord, j'ai un peu écouté ce qui s'est passé à la radio, cette semaine, par rapport au week-end et il y a Moscato qui disait quelque chose de très intéressant qui était que, il faudrait peut-être qu'on sorte de ce format à l'ancienne des matchs de préparation à quelques semaines de la coupe parce que, c'était peut-être pertinent à une époque où il y avait beaucoup moins de matchs internationaux où, il fallait justement se remettre dans le bain comme ça, mais aujourd'hui il y a des matchs internationaux tous les 6 mois. Les mecs, qui se connaissent. Déjà, en équipe de France, tu as la moitié de l'équipe, c'est le Stade Toulousain. À un moment donné, les types, ils jouent Et ensemble La tous les Rochelle. week-ends. Les types, soit ils jouent tous ensemble à Toulouse, soit ils jouent tous ensemble à La Rochelle. À un moment donné, ils ont peut-être pas forcément besoin de tout le temps jouer en bleu pour se connaître hein, et pour savoir avec qui ils passent le ballon. Moi, je pense que peut-être nous, on a moins pâti de ces matchs-là parce qu'on a un effectif qui est plus profond et qu'on peut encaisser des blessures. Pour une équipe comme l'Écosse, c'est pas pareil. Et je pense que ça, la chaleur pour une équipe qui a l'habitude de jouer dans son pays où il fait pas forcément très chaud. Tu tapes l'Afrique du Sud en match d'ouverture qui arrive, c'est des morts de faim. Je sais pas si un jour on va pas apprendre des choses sur leur préparation. Franchement, c'était peut-être un peu les envoyer à l'abattoir, quoi. Bah, plus que d'avoir des enfin d'apprendre des choses sur leur préparation, c'est surtout qu'elles seront confirmées puisque c'est un secret de polichinelle et qu'un certain mondial 1995 est accusé de beaucoup de choses sans certes preuve, mais avec des témoignages quand même assez nombreux. D'ailleurs, ça me fait penser que, comme tu disais, le match, le Japon-Chili était très intéressant avec des Chiliens très valeureux et qui, manquaient juste, bah, du côté athlétique et physique, mais qui avaient vraiment du jeu. Mais, et que oui, c'est vrai que c'était quand même plus sympa à regarder qu'Écosse-Afrique du Sud, notamment que l'Afrique du Sud, c'est une équipe de foot américain, c'est pas une équipe de rugby, moi j'ai du mal avec ce genre de jeu, très minimaliste et brutal, certes le rugby c'est ce que disent souvent les joueurs, un sport de combat. Certes, il y a du combat, il en faut, mais c'est du combat humain là là c'est des buffles, Mais rien c'est que des surtout que buffles. quand t'as RNC et Colby, tu de quoi faire parler la poudre et jouer autrement que de jouer justement tout le temps le défi physique, quoi. Ben comment je te disais, quand on parlait pendant le week-end, De Allende qui est un centre, c'est pas un centre, c'est un numéro 8. C'est un mec, qui fonce tout le temps tout droit. Ouais, bah, de C'est toute tout ce manière, qu'on a aujourd'hui, il y détesté, a beaucoup de chez nos centres français pendant un moment et l'Afrique du Sud, c'est constamment ça et d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais je mettrais pas Johnny Sexton sur le terrain contre l'Afrique du Sud en poule, hein, parce que, ah, ça va être très dur, de toute manière, hein. Je pense que, de toute manière, la poule B va se jouer au prochain match entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Ça, c'est une certitude, c'est pas une opinion, c'est un fait. Et peut-être même le reste de la compétition puisque, je pense que l'Irlande va subir de lourdes pertes contre l'Afrique du Sud. Parce qu'ils vont y aller, ils vont essayer parce que c'est 2 équipes qui jouent un peu, bon, moins le physique pour l'Irlande, mais ça joue quand même dur aussi. C'est ce qu'on avait vu, lors du tournoi Destination, hein, ça joue quand même dur. C'est des bons clients. Ils aiment le combat, ils aiment aller au défi aussi. Je pense que ça va être une autre réponse que l'Écosse et à mon avis, ça risque de casser. Je pense à des joueurs, ouais, Sexton, ça peut se faire mal. O'Mahony, qui est quand même âgé aussi. oui, qui a de la Enfin, bouteille, ouais. il y a des mecs, à mon avis, ils vont se prendre des sacrés coups sur la gueule, quoi. Je sais pas où est-ce qu'il a lieu le match. Faudra voir aussi par rapport aux conditions météo, mais il y a moyen que ce soit violent, quoi. Alors pour répondre, à ta Ah non, question, attends, j'ai dit de la merde. C'est pas le prochain match, non, Afrique du ils Sud, ont Roumanie. chacun un C'est match Afrique du Sud, Roumanie, ouais, et contre le après il y a Tonga et la Roumanie Irlande-Tonga, ouais. avant. Donc il y a quand même un peu de répit. Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé le voir tout de suite, ce match. Il faudra attendre le 23 octobre, ouais. Et Le je cherche le stade, j'avoue que j'arrive pas à trouver
J'arrive pas à trouver la réponse, mais ça peut avoir effectivement une certaine importance. Je crois que Ouais, c'est bon au après Stade on de France. sera C'est à le 23 Saint-Denis. septembre, hein. Le 23 C'est septembre, à plutôt j'ai dit Saint-Denis, au octobre. Stade de France. Ouais. D'ailleurs, en plus, la météo, ça va être très compliqué de faire des pronostics parce que autant il a fait une canicule, partout en France ce week-end, autant là, pour le week-end qui arrive et les prochains, on annonce beaucoup de pluie. Donc, il y a aussi, facteur peut-être, de choper un Mais oui, virus, moi, et alors froid ouais, moi qui je peut voulais arriver. dire quand même que j'aime beaucoup cette équipe d'Afrique du Sud. C'est quand même, bah, ça joue très bien au rugby, hein. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné la coupe du monde, c'est pas démérité. Mais moi, ce qui me frustre en tant que, quand même, amateur de beaux jeux et qui aime voir du ballon, c'est qu'ils ont, justement les armes pour faire ça aussi et que, bah, ils le font pas, quoi, et c'est Beh, décevant parce que bon, tu gagnes, comme ça, mais tu aurais la possibilité de jouer un rugby tellement plus plaisant. Alors après, c'est toujours l'opposition du beau jeu contre le jeu efficace, quoi, mais bon. c'est surtout qu'ils ont essayé, certaines fois d'amener plus de jeux, mais quand ils le font, ils se font battre. Donc je pense qu'ils arrivent pas à voilà, ils ont pas cette volonté de laisser le résultat de côté, ne serait-ce que provisoirement, pour obtenir un changement de style et à terme le maîtriser. Je pense que ça vient aussi de là puisque Après, c'est comme ça là, qu'ils ont gagné en ouais, 95, donc ils sont marqués aussi par ça, en 2007 mmh. aussi, il y a 4 ans aussi. Ce qui va être Voilà, très dur pour eux, c'est qu'ils ont pas vraiment de buteur, hein. ouais, c'est le gros point noir de leur match, c'est que Libock n'a pas été bon au pied, que De Clercq a passé des pénalités, et des transformations qui étaient abordables. Donc Non, mais c'est c'est surtout que c'est leur point faible, ça c'est fait leur un point moment faible. que c'est notable, hein, chez les Springboks qui manque justement un buteur. Moi, Beh, je l'avais remarqué quand ils ont joué la France à Marseille en 2022. À la fin, oui déjà, ouais, c'est Colby qui avait buté à la fin. c'est ça. Bah, depuis que Pollard n'a plus le niveau, on va dire, Oui, non, mais oui. le top niveau, ils ont jamais retrouvé un pied, aussi fiable, donc ça Mais ça c'est leur ça est qui un est fou, peu, c'est que tu vois que l'équipe elle est extrêmement optimisée, ça bosse, hein. Ça bosse, hein. Les Sud-Africains, je peux te dire que, à mon avis, ça bosse énormément, que ce soit à la salle, à la vidéo, tout ce qui est préparation, il y a aucun problème. Mais pourtant, ils ont pas été foutus de sortir un buteur, entraîné et capable, quoi. Alors que ça se coach, hein. On a vu, enfin, ça s'est déjà vu dans l'histoire des mecs qui étaient pas ouf de base, mais qui sous la houlette, d'un bon, collègue, numéro 10 qui peut les conseiller ou un coach, du coup de pied, buter ça s'apprend. C'est personne n'est en sachant taper dans un ballon de rugby, hein. C'est un skill, quoi, ça se travaille. Et pourtant, une équipe qui bosse aussi bien que les Springboks n'arrive pas pas réussi à sortir un 10 qui s'est tapé. Parce que Libok, quand même, il a pas un pied dégueu, hein. Il nous l'a montré avec sa passe au pied. À mon avis, c'est pas non plus. Enfin, ce mec, tu le coaches, tu peux quand même arriver à lui faire sortir des coups de pied, des coups de pied décents, quoi. Je beh, comprends pas. c'est là où va être le gros avantage de l'Irlande si jamais Sexton, ils prennent le risque de le faire jouer et en soi sur le banc, ils ont aussi ce qu'il faut. Par contre, ce que tu disais qui est intéressant, c'est que l'Irlande va jouer un jeu dangereux. C'est que la récompense de ce duel, Afrique du Sud-Irlande, c'est d'éviter, le tableau, le plus difficile parce que clairement, il va y avoir un tableau de la mort et un tableau plus abordable. C'est une évidence, puisqu'il y a une presque finale dès les quarts de finale d'un côté et on va forcément retrouver des équipes qui ont pas forcément eu beaucoup de confiance, au début de la compétition, comme l'Australie, l'Angleterre, l'Argentine de l'autre. Ça va être, il y a ce côté-là qui est en jeu, mais comme tu le dis, la profondeur de banc, elle est vraiment limitée pour les Irlandais. On sait qu'ils sont capables à terme de se renouveler, toujours trouver une formule, mais la formule, elle se prépare constamment. Là, ils ont pas forcément autant de profondeur. Il est très piège finalement ce match contre l'Afrique du Sud, je sais pas ce que tu en penses, parce que tu peux aller, chercher une première place, mais est-ce que tu t'envoies pas, tu prends pas le risque de perdre trop d'éléments et de te saborder derrière, quoi? Il va y avoir une vraie réflexion autour de ce match, surtout que malgré tout, il va falloir ensuite enchaîner l'Écosse. Il va falloir aller jouer l'Écosse derrière, donc
Je sais pas comment tu appréhenderais cet affrontement-là, mais je trouve que s'il y a un vrai casse-tête par rapport au calendrier pour l'Irlande. Ah bah, au final, ça va c'est sûr que ça va être un les Irlandais, ils peuvent tout perdre très rapidement et ça peut se jouer à pas grand-chose. Après, il faudra voir si, si justement si justement l'Écosse, ils arrivent à avoir cette profondeur et cette ressource pour tenir toute la compétition parce que ça va être très long et il va y avoir beaucoup de temps et des matchs qui vont consommer les joueurs, hein. C'est pas le groupe B, il est pas non plus, complètement ouvert il va quand même, leur faire rencontrer des adversaires coriaces. L'Écosse, ils vont jouer les Tonga, ça, bon, a priori, ça devrait gagner, mais c'est pas pour autant que ça va être un match facile, quoi. Donc, il va falloir qu'ils arrivent à enchaîner. C'est une équipe qui a beaucoup à prouver. Ils auront la chance de pouvoir, peut-être, lever le pied un peu et faire tourner contre la Roumanie avant la dernière échéance, mais enfin, ça va quand même être très compliqué pour eux, hein, selon, bah, de toute façon, tout va dépendre de cette Irlande-Afrique du Sud qui, qui risque de déterminer un peu tout ce qui va se passer ensuite. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu et qui me rassure en tant que supporter français, c'est de voir que bah, cette absence justement de buteur stable côté sud-africain, c'est toujours quelque chose d'intéressant à prendre parce que bah, le pied, ça fait pas tout. Un buteur fait pas le match. Mais dans des matchs serrés, ben, Ça avoir fait la différence. un mec qui rate 2 transformations, qui est pas capable de te convertir des pénalités, de le transformer en points et de faire, justement ce nid-là qui te permet de construire une victoire, ben, c'est inquiétant, quoi. Ben, En on f l'a vu en, avec les Fidji. On l'a vu avec les Fidji qui ont souvent, les Fidji malheureusement qui ont perdu leur jeune ouvreur prometteur, juste avant le début de la compétition. Et même si, je crois que c'était Tela ou un truc comme ça le nom du je m'excuse auprès de lui, j'ai oublié son nom exact à l'ouvreur, qui l'a remplacé. Mais des fois, ils n'ont pas choisi le but sur des pénalités, heu, et ils sont allés chercher la touche, alors qu'ils auraient pu parfois se décharger de conquêtes et de touches devant la ligne galloise en prenant les points et à la finale, ils perdent le match. bah, Donc heu, c'est un luxe ça de pouvoir se passer de buteur, hein. c'est oui. Si on n'avait pas eu de buteur, contre les All Blacks, on gagnait pas, hein. C'est ça et voilà, je trouvais l'exemple de l'absence de Caleb Moons, contre le Pays de Galles, prouve que, le pied, c'est pas le plus important, mais c'est décisif quand, le match est Non, parce serré. qu'après tu vas toujours avoir des gogoles qui vont te dire: «Oui, mais si tu fais les maths à la fin du match». Oui, oui, si tu comptes les points à la fin du match, oui, tu peux retirer généralement les transformations et les pénalités, ça fait quand même gagner. Mais le problème, c'est que, tu oublies que le fait de prendre le score à certains moments, ça te donne un avantage psychologique sur l'adversaire et le fait de marquer des points, sur des situations anodines, comme, ça peut arriver parfois quand on prend une pénalité des 50 mètres et que tu as Ramos qui te la met, ben, l'air de rien, 3 points sur une mêlée bêtement perdue, ça fait une différence, beaucoup plus importante que 3 points au final, hein, dans un match. Donc, là, les Sud-Africains, ils ont réussi à gagner sans «buteur» entre guillemets, parce que bon, il était quand même là et c'est lui qui était à l'origine, de l'essai. Ils ont eu cette chance-là de tomber contre l'Écosse où il n'y a pas eu un match serré, mais dans un match où ça se joue, justement à 3 points par-ci par-là, moi Ça c'est je pense que tu peux pas gagner une coupe du monde sans avoir un buteur pour moi, par Beh, exemple. tu dis que c'est pas serré, à la mi-temps, ils étaient qu'à 3 points d'écart, justement parce que le pied a été défaillant quand même. Malgré tout, le match aurait pu avoir une autre saveur, Oui, dès le passage au vestiaire, donc oui, oui, totalement. ça peut arriver et c'est bien Tella, hein, l'ouvreur fidjien, c'est bien Tella, donc tu là ou t'es pas là, hein, certains diront. Mais c'est voilà, c'était pour faire la précision. Mais effectivement, ouais, j'ai quand même, la curiosité de voir comment ça va avancer, dans cette poule qui peut au final qui peut complètement, on va dire, ruiner les efforts d'une des 2 nations, à terme, avec, voilà, cette affiche de gala et tous les enjeux qui vont en découler.
Heu, mais bon, il y a pas que le groupe, A et le groupe B qui croisent la France qui nous intéressent, Pierre, puisque dans l'autre partie du tableau, ça a été un petit peu, le week-end pour se rassurer. Tout d'abord l'Australie qui a battu la Géorgie, après quand même des matchs piteux en préparation, notamment un contre la France. Des Géorgiens qui ont un peu, qui avaient des occasions toutes faites et qui ont réussi à les saccager je ne sais comment, notamment un essai tout fait où il y a une perte de balle incompréhensible et surtout une Angleterre, pourtant réduite à 14 dès le début sur, bon, un carton rouge qui aux yeux de la règle est incontestable, mais dans l'esprit, fait un petit peu plus de peine. Curry est sorti avec voilà, sur un contact à la tête, mais qui, n'avait, aucune mauvaise intention. Voilà, c'est la phase de récupération d'un ballon et ça termine comme ça, c'était un peu dommage. Mais on a vu une Angleterre qui, grâce à George Ford, titularisé en l'absence du capitaine, Owen Farrell, qui a gagné à l'anglaise sans mettre un essai, mais qui a fait ressortir du chapeau le fameux drop. Bah, ouais, Moi hein, j'étais très 3 de content de le mec revoir il des t'en drops, cale hein. 3, le type t'en cale 3 en un match, quoi. Ça Moi j'étais très content de revoir cette arme qui pour moi est sous-cotée. Des fois, quand tu vois l'intensité d'un match, quand tu as l'opportunité de passer un petit drop, prendre 3 points, tu t'économises de l'énergie et tu fais mal au mental adverse Mais c'est et surtout quand tu vois le nombre de ballons qui sont récupérés, à un coup de pied, sous des coups de pied à 50 mètres. Tu te dis qu'un mec comme, François Stein à l'époque, aujourd'hui, il bah, se serait régalé de les enquiller, quoi, hein. il aurait fait un carnage, ça c'est une évidence. Bah, je sais pas ce que tu as pensé. Alors l'Australie, peut-être l'adversité, les Géorgiens, pas l'habitude de jouer les nations du Sud, ça s'est un petit peu vu. Mais par contre l'Angleterre, elle fait du bien cette victoire, elle est presque inattendue. Ouais, moi, je pense que on s'est peut-être un peu emballé après tout et nous y compris autour des «petites équipes» entre guillemets. On a peut-être vu le gap, plus petit qu'il ne l'est réellement. L'Argentine, ils font, certes, un Four Nations qui était pas dégueulasse, où ils ont failli gagner en Afrique du Sud lors du dernier match. Mais par rapport aux Fidji, je pense que malgré tout, et ça, c'est pas uniquement l'équipe, mais plutôt tout le pool de joueurs fidjiens qui a un problème avec ses mains un petit peu, parce qu'on le voit. Enfin, moi, je me suis arraché les cheveux il y a 2 semaines, lors de USAP Stade français parce que bah, nos Fidjiens à nous, ils n'ont pas réussi à tenir un ballon. C'est voilà, c'est la fougue, c'est le jeu total qui veut ça aussi, hein. Tu joues donc forcément tu as plus de chances de faire tomber le ballon quand tu multiplies les passes et que tu tentes des choses un peu absurdes, que quand tu fais du pick and go. Les Anglais, gagnent contre l'Argentine, qui est une Argentine qui a pas été, Capiteuse, hein, horrible. ouais, vraiment pas au niveau de ce qu'elle est capable de proposer. Le Pays de Galles, gagne logiquement contre les Fidji malgré tout. Parce que je pense que c'est une équipe Je suis plus plus complète. nuancé. C'est une équipe qui est plus complète, hein. Après, il y a des faits de jeu qui sont en défaveur des Fidjiens et il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à des contacts à la tête qui n'ont pas été relevés, Bah, la question des que cartons ce jaunes soit aussi, lors hein. Afrique du Sud Écosse et Pays de Galles Fidji, il y a eu des contacts tête sur des joueurs des deux équipes qui ont perdu, qui n'ont pas été relevés par la vidéo. De toute façon, globalement, il y a eu énormément de soucis au niveau de la vidéo et de la réalisation, selon moi, sur cette première journée. Et j'espère que c'est un axe d'amélioration au niveau de l'organisation. Je sais pas qui c'est qui gère. Je crois que c'est la World Rugby qui gère la réalisation. Ça se passe pas très très bien. Il y a beaucoup d'actions qui sont pas montrées au ralenti, ce qui est dommage. Après, je comprends qu'ils ont voulu faire en sorte que ce soit plus neutre et qu'il y ait moins de polémiques, mais au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur la planète rugby, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, on remarque que le mot qui revient le plus en boucle, c'est la disparité de l'arbitrage, quoi. Qui montre que sur certains matchs, le contact tête, qui doit l'être d'ailleurs, hein, est sanctionné, et sur d'autres matchs où ça n'a pas lieu, quoi. Ça force quand même le questionnement. C'est vrai que c'est le gros point négatif avec, pour certains la cérémonie d'ouverture, les hymnes et l'arbitrage donc, on était
les 3 points, on va dire un peu, de déception du début de coupe du monde, mais oui, moi je trouve qu'aux yeux du match, Fidji-Pays de Galles, non, le Pays de Galles s'impose pas logiquement. Le Pays de Galles, fait un bon match, ils ont proposé un très bon spectacle grâce à eux et grâce aux Fidjiens. Mais Non, mais ce que je quand veux tu vois dire, le c'est que nombre c'est de tu pas vois le nombre de fautes faites, par les Gallois et par les Fidjiens et que les 2 équipes se retrouvent avec le même nombre de cartons jaunes, c'est une erreur. oui. C'est un Et problème. on a beaucoup fait remonter le fait que l'arbitre a remis les compteurs à zéro au niveau des avertissements à la mi-temps dans Et ce match. c'est souvent d'ailleurs, je pense pas que ce soit un con enfin, faut pas y voir un complot, mais en plus de ça, ça arrive souvent quand tu joues le Pays de Galles. Nous, ça nous était arrivé avec le match à 100 minutes où Barnes, je sais pas ce qu'il Oui, lui a pris, il a jamais sifflé. et puis l'arbitre qui est nommé, pour le match contre les Fidji qui est à moitié gallois ou une histoire comme ça, je Il est crois, enfin britannique. bref, Alors déjà, il y a voilà. voilà, pour les Il y a toujours Français et des les Italiens, histoires, il y a toujours cette histoire que les Britanniques s'arbitrent entre eux qui est toujours un peu problématique. Bon, il y en a qui te justifieraient que si tu vas comme ça, on peut parler même du Commonwealth, mais bon, il y a une différence entre la Grande-Bretagne et le Commonwealth quand même, en termes d'attachement. C'est comme bah, si, surtout la proximité quand même en dehors du rugby, puisque dans le rugby, je pense qu'ils peuvent pas se voir. Mais socialement, entre un Gallois et un Anglais, bon, bah, c'est la comme plus si on fidèle à acceptait l'Angleterre. que Voilà, c'est c'est sûr comme que, si on acceptait qu'on ait des arbitres bretons pour France-Angleterre, quoi. bah, C'est la même chose, alors hein, tu vas faire le plaisir aux Pays du Bretons, tu Galles et vas la faire un peu moins Bretagne, c'est plaisir aux la même Français, chose, hein. mais C'est littéralement la même problématique. c'est comme Après, si un arbitre catalan d'Espagne arbitrait l'USAP. oui, après le problème, je pense, c'est ce que je voulais dire par que le Pays de Galles s'impose logiquement, c'est pas forcément au niveau du match ou du jeu qui a été proposé, mais plus De par la rapport stature. à... Oui, parce que les Fidji, faut le rappeler quand même, c'est une équipe qui joue pas souvent ensemble. Eux, par contre, ils profitent de ce qu'on décrit souvent et ce qu'on critique assez souvent, qui sont les tournées, qui leur permettent eux justement d'avoir ces matchs-là, parce qu'ils participent pas à des compétitions autrement. Donc certes, c'est des mecs qui jouent tous. C'est d'ailleurs, un vrai problème de progression pour progresser, hein. Bah oui, et c'est peut-être un des seuls arguments que j'aurais en faveur de la Ligue mondiale, c'est que si ça peut permettre au moins à ces équipes-là de jouer un petit peu plus, parce que certes, les Fidjiens, si tu regardes, les mecs, ils jouent tous dans des top clubs en Europe, hein, Mais ils ont ou peu de même sélection. en Super Rugby, il y a quand même eu un gros retour avec les Fidjiens de Roi. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, les Gallois, ils sont rompus au rugby de haut niveau. Tous les ans, ils jouent le Six Nations. Ils ont ce développement qui leur permet d'avoir justement la connaissance de la règle, la connaissance des arbitres internationaux, puisque les arbitres qui sont à la Coupe du Monde, c'est ceux qu'on voit tout le temps dans le tournoi de destination ou dans le Rugby Championship. C'est des mecs qui se connaissent. Tu sais comment ils arbitrent, tu sais à quel moment tu peux jouer avec la règle et à quel moment tu dois fermer ta gueule. Forcément, t'es censé avoir une maîtrise qui est différente de celle des Fidjiens, et je pense que c'est ça qui fait la différence à la fin de la journée. Les mecs, les Gallois, ils connaissent tous l'arbitre, ils se respectent entre eux. Les Fidjiens, ils sont toujours arbitrés comme des petits. C'est ce qu'on peut reprocher parfois aussi. C'est pas de leur faute, les arbitres, c'est des hommes, hein, aussi à la fin. Tu connais un mec, t'es plus clément avec ceux que tu connais et ceux que tu arbitres depuis des années que ceux que tu vois jamais, quoi. Et qui savent pas comment s'exprimer avec toi et qui savent pas à quel moment il faut faire telle chose, quoi. Bah, en tout cas, moi, ça m'a donné envie cet affrontement plus que, bah, l'Australie-Géorgie et l'Angleterre, l'Angleterre-Argentine, mais de suivre quand même cette partie du tableau, notamment la poule C où, bah, les Géorgiens ont raté le coche, mais n'ont pas non plus été ridicules et voilà, où les Fidji, en perdant, prennent 2 points, donc il y a quand même un potentiel. Ils sont pas passés loin de la victoire, hein, en avant-près. Ça va être sympa quand même. Il va y avoir, une Bah, t'as belle dose énormément de de matchs matchs à très enjeu. sympas qui arrivent, hein. T'as énormément, là où, à contrario, dans les poules A et B, les matchs intéressants n'arrivent pas ce week-end. Là, pour l'autre partie du tableau, clairement, on va avoir des belles affiches. T'as Australie-Fidji dimanche, t'as Tout à fait. Angleterre-Japon. Tu fais la transition parfaite.
C'est vrai que les poules C et D vont nous donner de bons affrontements donc toi tu noterais Australie-Fidji, Angleterre-Japon? Ouais, après pour les amateurs de rugby, tu vas avoir des matchs super, mais qui vont faire bander que nous, clairement, hein. Moi, Et il y a le Géorgie-Portugal, je suis hyper impatient de le voir, ça va être top. Samoa-Chili, dernière chance chilienne a priori de faire quelque chose de sympa parce que les Samoans n'ont pas encore joué. Les Chiliens vont clairement s'effondrer physiquement à force parce que c'est normal, ils ont pas l'habitude du tout du haut niveau. Mais, on a vu sur des petites a des petites affiches, même si Samoa ça reste quand même Non, un certain niveau. je crois que tu te trompes, j'ai le tableau sous les yeux, c'est Angleterre-Chili, et c'est samedi, c'est dans 2 semaines. Non, non, Samoa-Chili, c'est le 16. Oh, ah oui, oui, en effet. Ouais, je Non, suis non, Samoa-Chili le 16 j'étais allé trop loin dans le calendrier, là, je me perds. et c'est Angleterre-Japon. Ouais, voilà, Les exactement, ouais. Japonais qui, n'ont pas été impressionnants, mais qui, au vu du match Angleterre, Argentine, bah, malgré tout, on doit y aller avec, Ouais, l'ambition de ouais. remporter le match. Ouais, alors Japon-Chili, c'était un match très bizarre parce que, bah, il y a eu que c'était quand même assez brouillon. C'est-à-dire que C'est vrai. moi je me suis régalé, mais ça avait ce charme de match de Pro D2 et encore, quoi. Parce que vraiment, il y avait des trucs que tu vois pas il y avait des choses que tu vois pas au top niveau. Clairement, il y a eu, bah, des coups de pied qu'on a laissé rebondir, pendant 3 Oui, bah, plombes. il y avait du soleil, je Ouais, faut oui, noter bah quand oui, même bah qu'on ça les dans a fait tous les jouer matchs, à hein. Toulouse à treize Oui. heures sous une chaleur, horrible. Oui, et ça en a fait un match qui était très, très plaisant à voir, mais qui était quand même, avec beaucoup moins de maîtrise. Après, le Chili a fait une très belle performance. Le Japon a eu un peu de difficulté en première mi-temps et s'est bien repris en seconde, où ils ont beaucoup mieux maîtrisé le match et où clairement tu sens que l'avantage physique leur a permis justement de dérouler. Bah, ils ont Le eu des crampes au bout de Chili, 30 minutes, les pauvres Chiliens. ouais, et puis le Chili, t'as quelques joueurs qui sont très très bons, mais Escobar globalement, notamment. l'équipe, elle est bof bof. Je Bah, pense qu'il y a donc quand même, je pense que certains joueurs chiliens vont se retrouver en top 14 prochainement quand même. bah, Je pense, Escobar, le talonneur, a été très bon. oui. Torrealba, le demi de mêlée, a été très bon. Je crois qu'il y a Iceman, le deuxième ligne, qui a Moi, montré qu'il avait de il y a l'impact. quelques joueurs que je prends à l'USAP sans problème. Non, non, mais ce qui est dommage dans cette équipe, c'est la disparité de niveau. C'est qu'il y a des joueurs d'un Oui, certain niveau et d'autres qui sont pas du tout au même niveau. Mais, pour un premier match de coupe du monde, moi, je tenais à les féliciter parce qu'on a eu des voilà, le Portugal de 2007, ils marquent un essai contre la Nouvelle-Zélande, c'est extraordinaire, mais ça soulevait pas les foules. La Roumanie, équipe expérimentée qui a beaucoup régressé depuis les années 80, voilà, fait que de la figuration. Même contre des équipes parfois un peu moins bonnes que l'Irlande ce week-end. Mais, et les mecs, ils sont arrivés, ils ont ouvert le score, ils ont tenu, un long moment. Ils avaient du rugby, il manquait clairement ah oui, oui, d'expérience du haut niveau et de concentration, enfin de lucidité puisque c'est la perte de concentration due à la fatigue. oui. Mais sincèrement et c'est quand même prometteur s'ils arrivent à se structurer et à apporter des joueurs, dans les championnats principaux de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Je sais pas ce que tu en penses, mais le Chili a des bases pour, construire quelque chose de viable. Ben c'est sûr que, si ça alors là, ils ont quelques mecs qui jouent en national, ce Oui, qui est quand même, pas un niveau dégueulasse en soi, hein, à il Périgueux, je vaut crois mieux. notamment. Ouais, c'est ce qui avait été soulevé par Jérôme Casalbou et Jean Abeyou qui étaient exceptionnels Le meilleur aux duo. commentaires d'ailleurs, on s'est régalé. Après ouais, ils ont pas la poule la plus simple les pauvres, hein, ça va pas être facile, quoi. Ils enchaînent, Non, clairement, ouais. tu des matchs qui vont être compliqués, mais c'est ce genre d'épopée-là qui leur permet de construire quelque chose. Parce qu'après, non seulement au niveau de l'expérience que ces mecs y gagnent et de la visibilité qu'ils vont avoir ensuite pour jouer dans des tranches un peu plus haut, c'est aussi sur ce genre d'épopée-là que tu construis une nation rugbystiquement. Le Japon, s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde 2015, ils ne seraient pas où ils sont actuellement.
et c'est clair que ça va aider. Après, le Japon, ils sont soutenus par un rugby de club qui est développé depuis maintenant quelques années quand même, où ils ont récupéré toujours quelques pré-retraites. Mais le Chili, en soi, on pourrait les imaginer dans un rôle à la Uruguay, quoi. C'est pas... Alors certes, ça gagnera pas la Coupe du Monde, ça se qualifiera pas pour les quarts de finale tout de suite. Mais bon, ça joue, ça sort des mecs et ça offre une alternative intéressante avec. Ben, c'est toujours bien de développer le rugby, de toute manière, là, c'est l'objectif, quoi. D'ailleurs, on se souvient de la victoire de l'Uruguay contre les Fidji, il y a 4 ans, hein. Ça avait fait du bien. On avait vu des victoires un peu plus surprenantes et on demande que ça. Et information qui va t'intéresser, Marcelo Torrealba, le Ouais, demi de mêlée chilien, joue au Chili. Il joue à Selknam. moi, ça va C pas durer, je pense. Voilà, l'USAP pourrait très bien aller lui faire coucou et lui proposer un petit contrat. Bah, après, je préférerais qu'on prenne Pablo Escobar. Oui, Escobar, oui. Oui, je préférais qu'on prenne Escobar, notamment par rapport à l'apport financier qu'il pourrait apporter au club de par le trafic de poudre blanche. Et c'est surtout qu'en plus, à ce poste-là, pour le coup, on est vraiment très en difficulté actuellement. Donc ça serait intéressant, même si je pense qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui vont mettre beaucoup d'argent sur la table et qui vont réussir à les convaincre plus facilement que nous, disons. Je pense que l'Angleterre va sauter sur l'occasion au vu des dérives financières. C'est le genre de joueurs qui vont pas réclamer un salaire mirobolant et qui peuvent apporter un certain niveau. Donc moi, je les vois bien aller Ça, en c'est vrai que Angleterre. j'avais pas pensé à ça, ouais. J'avais pas Donc pensé à cette je possibilité. pense qu'on pourrait les voir du côté de certains clubs anglais. Mais en tout cas, on a encore, voilà, une belle semaine et un bon week-end de rugby. On va avoir un France-Uruguay où, normalement, la France devrait s'imposer, mais on va avoir surtout, l'occasion de jauger un peu, le reste de la liste des 33. Et on espère que l'on va avoir de très belles affiches et que les Angleterre-Japon, les Australie-Fidji vont être à la hauteur de l'attente. Et voilà. Pierre, écoute, on a fait un joli tour de cette première salve de matchs de la Coupe du Monde. C'était un énorme plaisir de te retrouver dans la gonfle. Et je t'invite à revenir dès qu'on aura vu cette nouvelle vague. Ah bah oui, là, on a l'avantage, c'est qu'on a toujours une petite coupure en milieu de semaine qui nous permet de réaliser ce genre d'épisode. Tout à Ça fait. nous laisse aussi le temps d'un peu analyser et puis de voir les matchs qu'on n'a pas pu voir en direct parce que bon, putain, il y a de la Ça grêle, s'enchaîne rapidement, hein, il y mine a de de la rien, hein. grêle dehors, Oui, si c'est voilà, faudra dégueu. voir s'il y a pas des dégâts météorologiques du côté du sud de la France, puisqu'on nous annonce l'enfer ce week-end. Et Ouais, ouais, d'ailleurs, on va voir si ça ça va aura être des drôle, hein. impacts sur les matchs, de la coupe du monde. A priori, je pense que ça devrait aller, mais ça pourrait avoir une influence sur le jeu, hein. Ah bah oui, bien sûr, ouais, un match, ça s'aborde pas de la même manière si le terrain il est trempé que si on joue sur terrain sec, c'est sûr. On se souvient d'une demi-finale en 2003 sous la pluie où les Anglais avaient tiré leur épingle du jeu contre des Français, moins habitués aux intempéries. Écoute, on suit ça avec attention. Je vous invite pas forcément à regarder ces épisodes parce qu'ils commencent à dater, quoique, mais on se retrouve très vite pour de nouveaux opus, de la gonfle. On est très heureux d'être de retour. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, le vieux Facebook, Instagram, Twitter, la page YouTube évidemment pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. On met quelques infos, on met les résultats. Et en attendant de nous réécouter, surtout faites du sport, vibrez avec le sport, vibrez avec vos proches et surtout, surtout soyez heureux, c'est le plus important. Ciao ciao! Allez, bye.